bonjour à tous. Eh bien, voilà, c'est parti pour ce ZCL du mercredi 19 décembre. 19 décembre, c'est ça? Non. On est le 20? Mercredi 20, oui. On est déjà le 20? Ah ben, oui. c'est à moins 4 du réveillon. Je reçois tout le monde tout à l'heure. Mais avant, comme chaque jour, on commence par l'ouverture. Alors, ouverture aujourd'hui sur le Noël traditionnel. Alors, le Noël traditionnel guadeloupéen est-il en train de disparaître? C'est la question que je me pose et que je vous pose aussi. Souvenez-vous, autrefois, il y a peut-être 20 ans, c'était Schwab, Boudin, Poix d'Ibois, Messe de minuit. C'était ça il y a 20 ans. Et aujourd'hui, le Noël, qu'est-ce qu'il est devenu? C'est chanter Noël, c'est devenu un show, un spectacle. Et bien sûr, une fête commerciale encore plus qu'elle ne l'était il y a 20 ans, puisque plus personne ne va chez personne. On se contente de venir en show devant Cassica, Cactus, 440, Ouidor. Enfin, ce sont les groupes qui fonctionnent aujourd'hui, qui ont transformé le Noël guadeloupéen traditionnel en une fête, en spectacle réellement, qu'on voit à Jarry ou bien dans des communes, sur des places publiques. Et c'est ça le Noël guadeloupéen d'aujourd'hui, un Noël qui est devenu malheureusement moins traditionnel qu'on le dit. Alors, bien évidemment, mon cas manger pois d'Ibois et viande cochon toujours, mais pas seulement, puisque Den commence à arriver, sapin de Noël commence à rentrer dans Noël en nous, et finalement, le Noël guadeloupéen, il n'est plus ce qu'il était. Alors, la question que je me pose, et je vais terminer là, et dans 20 ans, qu'est-ce qui sera le Noël? Numérique ou avec des robots? La question se pose. Merci en tout cas d'être avec nous. Bonjour à tous, bonjour Keïssa. Bonjour Dani. On va recevoir aujourd'hui, tout à l'heure, Victor Sabardin, qui est un écrivain, qui est un écrivailleur, comme il dit. Il est agriculteur, il a été marin-pêcheur, enfin, ils font pas qu'habiter. Avec lui, on va faire un petit parcours sur la Guadeloupe telle qu'il voit. Ensuite, nous allons recevoir une délégation, on va dire, de l'UHTR, UGTG, pour parler un petit peu de l'hôtellerie. C'est M. Lucien Léjus qui sera avec nous tout à l'heure. Et puis après, spécial chroniqueur, je vous l'avais dit. Aujourd'hui, on va consacrer l'essentiel de notre temps d'antenne, en dehors du journal à des chroniqueuses. Alors, on les aura toutes. On aura Jocelyne Nampry qui viendra parler tout à l'heure de Coco et Zabrigo, comme chaque semaine. Ensuite, Martine Fazer, c'est la chronique culturelle de Martine, la culture selon Martine, le CSM. Plus tard, chronique communication, Véronique Elry-Selbonne. Et plus tard encore, une dernière chronique aujourd'hui. Et c'est sa première avec Chédissi Dambarom. Avec lui, on parlera un petit peu d'Haïti. Haïti d'après le tremblement de terre, près de 5 ans après. Que s'est-il passé? À quel niveau sont les Haïtiens aujourd'hui à Haïti? On fera le point avec lui. C'est un spécialiste de géopolitique, c'est un docteur en sciences politiques qui viendra pour sa première chronique parler un peu de ce Haïti et de la Caraïbe d'une manière générale. Merci donc d'être avec nous. Nous sommes en direct de RHT, Radio Haute Tension, et aussi C10 FM. On salue Jeff et toute l'équipe de RHT là-haut. On salue Jean qui est avec nous depuis quelques jours. On aura l'occasion de le découvrir très bientôt. Et je salue Keïssa pour les titres du journal. C'est tout de suite. Et nous ouvrirons le journal d'aujourd'hui en partant à Pointe-à-Pitre où ce matin a eu lieu une réunion autour de la crise sanitaire en Guadeloupe. En effet, 3 semaines après l'incendie du CHU, les syndicats FGSFO et CGTG veulent se faire entendre. Et on continue avec un sujet qui touche énormément la population et dont on a pas mal parlé ces derniers temps, à savoir la violence faite aux femmes. À cet effet, nous nous rendrons à Paris à l'occasion d'une pièce de théâtre qui a été réalisée autour de ce sujet. Et nous terminerons le journal d'aujourd'hui avec une pointe de gourmandise. Mesdames, papier, stylo en main, préparez-vous à noter. Le chef Sébastien Salomon vous donnera la recette pour une bûche génoise crème au beurre réussie. Mais pour l'heure, on continue l'interview avec Victor Sabardin et Danick. Merci. Effectivement, je parlais de Noël. Alors, ils viennent de le dire. Bûche génoise, crème au beurre réussi. Ça fait pas très guadeloupéen. Bon, alors, Victor Sabardin, bonjour. Victor Sabardin, bonjour. J'ai dit que vous êtes chroniqueur, vous êtes écrivain, vous avez été agriculteur, marin, enfin, au Japon, pas qu'habitant. Mais vous avez quelquefois un regard assez critique sur la Guadeloupe que vous connaissez. Vous étiez absent, ni monde qui dit qu'on prend que vous êtes mort. Alors, Victor, quoi de neuf? Ouais, quand on dit c'est comme ça, pays là. Tout simplement, je voudrais un peu rebondir sur ce que vous avez dit.
que Noël là qui a passé comme ça, tu as développé ça, puis c'est tout bien, c'est nos valeurs, les valeurs, l'héritage à nous qui a foutu le camp. Et je suis désolé, mais des fois quoi, vous voyez, non, juste au mal commencé plus tard là, déjà on a monté en pression. Ça a énervé? Ah oui, c'est tout full camp, tout full camp. On n'a plus cette notion, bitin a basculé, en génération nous, bitin a basculé, on est à peu près même l'âge que moi, d'après moi, en plus vieux que on rassemble ça avec plus vieux que dans tous les cas. En plus vieux que mais c'est tout en plus vieux en tête en moi. Tout bitin la capatie, alors même souvent c'est pour parler de ça, il faut tenir 30 heures de débat. Et effectivement, le bricolage comme ici, des bitaka parti à vitesse grand V, effectivement, bon, je ne suis pas au milieu de ma forme pour dire bitaka bien, mais bon, on l'a toujours. En cas de ça, on l'a toujours. Et on est toujours paré jusqu'à la mort pour me dénoncer ça, on veut dénoncer sans craindre qui que ce soit, quelle que soit la position. Ça, c'est un détail, ça. Et on vient ici, là, moi, on est tombé à maman, et on est venu pour une semaine, 15 jours, là. Ben, ça, le fait que 3 ans de travail, difficilement, c'est des bougas moi qui ont dépanné. Si nous avons dit, on comprend nous avons mort, du moins, puis si nous avons dit, mais on parle comprendre tout le monde qui a doué, bonsoir, là, c'est moi, on va venir voir. Je te dis un truc, Yannick, je me permets de te tutoyer, de vous voyez, peu importe comment aille vite, parce que les parents ont des assez bien dégagé. Et à Saint-François maintenant, je suis, comment dire, sans domicile fixe dans mon pays. Sans SDF. En pas SDF tout à fait, puis SDF qui dormi en l'arrière, pas dormi en l'arrière, qui trouve en âme charitable, ou bien, enfin peu importe, qui trouve en âme charitable pour bon moyen en dépouille. Mais finalement, en cas à Saint-François, je le dis haut et fort, en cas mettant livre, puisque en fait, comptabilité, moi, en bas en maison, moi, on commence en maison, on connaît l'histoire là, on ne va pas revenir là-dessus, puisque ça semble revenir à des trucs un peu plus normal à présent. Retenez si. Mais si pas fait, que ni dit fait. Et j'ai fait mon total dans la commune de Saint-François. Si je devais solliciter tous les gens à qui j'ai prêté des sous qui ne m'ont jamais rendu, je suis à 275 000 euros et j'en oublie certains. Patiemment, ça seulement. Vous êtes trop généreux ou quoi? L'argent n'a jamais été un but à vie en moi. En pareil, l'argent, tout le monde veut l'argent. Mais ce qui fait qu'à présent, on tenir des entrées d'argent sérieuses sans travail. Et tout le monde, c'est entre parenthèses. Et sans travail, en tenant à côté des pays, on a besoin d'argent à Caïpoine. C'est dans Bitin la carine, toute malheureux à présent, en PMU là. Regardez ça, j'ai écrit ça, il y a les preuves et tout. Mais là, quoi, on vous compte, arrive à un degré de complexité. En ces boucles, c'était top là. Pas fait papier. On est tout en série de dossiers là, on peut sortir là. Alors, en cas de moi, en venant en pays là, mais on met ça de côté, ça fait l'argent là, c'est le nerf de la guerre, en cas tout vend des prix, et un pays jamais fait. Mais alors, c'est vrai délicat sans ce pays là, ça à présent. Récemment, on sorti au moule, moi, j'arrive, moi, là, presque 3 heures de temps. Là, en cas, vrai. Par exemple, il y a vendre nègre en Libye, il y a vendre nègre à 600 € la pièce, qui n'est pas né en manifestation d'envergure, tu ne dois pas enrager. Et tout de suite après, Johnny a dans panier raconte lui, des jeunes petits bouts qui ne connaissent pas qui est le gosse, qui ici là, c'est mon rappelé, mais nègre là même là, il y a vendre à 600 € la pièce, il y a fait une manifestation, entendre ça vaguement, qui est dans le Bénin, pas tenir pont bitin d'envergure. Oh là, nous calés. Alors, cette question-là à poser, ou là nous calons? Ben, on va dans le mur. Je suis désolé, on va dans le mur. Le mur de lamentation? Pas le mur de lamentation, tout le monde y va. Il y aura qu'on dire que l'argent là, il y aura tapé bitaille. On va dans le mur je ne sais même pas comment. Nous avons une crise profonde qui a arrivé là, qui a dit ça. Puisque tout le monde savent ça, mais après c'est l'argent, le roi voit le parc automobile guadeloupéen nous a dit depuis un bouc, l'argent c'est pour acheter l'auto là à 150 000 € à son prix frimé. Vous ne rendez-vous compte? Quand on se rend compte de la violence qu'il y a dans ce pays, juste en lycée la violence là rentrée à présent. Alors, Victor Sabardin, qu'a pour faire? Qu'a pour faire? Oui, c'est des questions. Si tu es ni debout comme moi, c'était
péter ça. Mais ma foi, nous va passer l'âge à ces à ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il faut faire un travail de conscientiser tout le monde, mais tout le monde a tout domaine, on va parler de Noël. Avant Noël, ça t'est passé en famille, le monde a laissé le portail ouvert, pas une clé ou ça, c'est un pavé là. Et vous aussi Bastel après, mais Saint-François, pas de clé, pas de bétain. Mais avant, moi, commencé à travailler à 13 ans. 13 ans, tu travailles de nuit, tu à l'école en même temps. Alors, tu as des bouts qui étaient dans un créneau, ça t'a marché bien. Il fait quelques études, mais quand il a fait des études d'ailleurs. Dernier bitin là, Victor. Ah, je parlais sans parler. Oui, on peut laisser parler toute la journée dans ça, c'est un dernier mot que je dis. Là, on regarde des paysages politiques à la Guadeloupe, qui ont qualifié les gens là. Alors, pas vraiment en politique, puis c'est une chaîne là où vous voyez, c'est des gars toute chaîne là. Écoute, si moi je le bitin là, bon, Chalus pas c'est président de la région, c'est Chalus pas un mauvais garçon, ben est-ce que ton entourage aille bien bitin, ça c'est une autre paire de manches. Et pendant qu'on pensait à Chalus, songez les mots qu'il a chienlit respectueuse. Bien sûr. C'est celle boucle Walling. C'est un seul, mais c'est te connaît Chalus, il pas connu envergure quoi que ce soit. C'est celle boucle à la fin, il a dit bravo mal. Et il dit moi qu'à la fin, quand il dit mais monsieur était passé en master, mais il chutait ces dernières questions là, il dit moi il est en master en présent. Là, il dit c'est bien. Alors ça fait un diplôme à mon habitat. Ça pas vu quand on est comme diplôme, moi pas une bonne diplôme, c'est tout cas d'études. Mais tu sais finalement, il faudrait faire une... Mais moi maintenant c'est les jeunes que j'aimerais faire prendre conscience des choses de la vie, qu'est-ce qui se passe là. Nous ni problème il y aura dit bientôt superficie à la Guadeloupe qui a diminué, il y avait érosion à la mer, ça là. Alors, quelque chose on a eu déjà Foucault, sinon la catastrophe qui a venu, et quoi, les tempêtes de plus en plus mauvais, de plus en plus trucs. Alors, quelque part, vous avez dit qu'il nous y a une catastrophe en pays là, ça, pour nous y a une solidarité. Ou par exemple, en France, la dernière qu'on a qui passait là, c'est pour apporter mon œuvre pour les amis dominicains là, pour peut-être frère nous gaba là. Et ils apporter mon œuvre, mais ici nous pas tellement touchés, mais là on y a une grosse catastrophe, quoi, vous êtes un petit semblant bitin qu'a fait. Merci, Victor. Nous nous retrouvons au mois de mars, puisque vous venez ici, et nous avons l'occasion de parler. Il est 12h50 pour partir, Victor, puisque nous allons continuer le journal là avec Keïssa. Le premier titre, tout à l'heure, on va recevoir José Néjus de l'UGTG, et on continue. Oui, puisque comme je vous le disais, 3 semaines après l'incendie du CHU, les syndicats FGS, FO et CGTG veulent se faire entendre. Pour ce faire, une réunion a eu lieu ce matin à Pointe-à-Pitre. Selon eux, cet incendie au CHU et la crise sanitaire qui s'en est suivie étaient prévisibles. La défaillance s'explique surtout par un défaut de maintenance. Tout a été cassé, les équipes démontées, désorganisées, causant entre autres le blocage des bons de commande et un manque d'entretien général de l'hôpital. Rappelons que le pire avait été évité en 2008 lorsqu'un poste haute tension de la tour sud avait explosé, un drame qui a pu heureusement être maîtrisé. Voyons le reportage. Nous avons tenu à recevoir aujourd'hui les journalistes lors de cette conférence de presse pour faire le point sur l'après-incendie. 3 semaines après, nous n'avons pas fait trop de bruit, sauf à quelques moments donnés et bien déterminés. Mais là maintenant, il faut faire le point, il faut faire la démonstration que nous avions déjà en amont, depuis tantôt, interpellé les autorités politiques et sanitaires sur les risques divers qu'encourt la santé en Guadeloupe, notamment par rapport aux risques majeurs que nous avons en tant que pays archipélagique. L'incendie, d'ailleurs que nous n'avions même pas analysé au départ, cet incendie-là vient, j'allais dire entre guillemets, à point nommé, pour faire la démonstration de ce que nous disions. Aujourd'hui, nous avons à mettre aux prises écrites aux autorités, par lettre ouverte, par courrier normal. Maintenant, aujourd'hui, nous avons entendu le directeur de l'ARS dire qu'il est prêt à ce que la santé soit une affaire de tous pour l'année 2018. Nous lui disons chiche. Nous sommes prêts à discuter autour d'une table, mais seulement il ne faut pas que ça soit à enveloppe fermée. Il faut que ça soit qu'on prenne en
considération non pas les désirata, mais les problématiques de terrain. Le nouveau CHU doit être construit le plus rapidement possible. Pour nous, le secteur gériatrique doit être mis en place le plus rapidement possible. Pour nous, on ne doit fermer aucun centre hospitalier, on ne doit faire aucune direction commune. Pour nous, dans un pays où il y a autant de risques, il faut impérativement ne pas mettre ses œufs dans un seul panier et garder les choses en l'état. Au contraire, développer les centres hospitaliers tels qu'ils sont. Voilà, 12h52, on ne va pas quitter le monde syndical puisqu'on reçoit une délégation de l'UHTR UGTG, monsieur José Néjus, bonjour. Bonjour. Et madame Darengo Marie Ketty, bonjour. Bonjour. Tous les deux sont membres de l'Union des travailleurs dans le secteur hospitalier du tourisme et de l'hôtellerie. Et justement, en faisant venir parce que depuis 3 ans, on attend que dans l'hôtellerie, tout bien marché bien. L'hôtel qui a débordé, la route du Rhum qui a venu ces jours-là, ça, tout l'hôtel qui est plein. Et en même temps, on a senti des problèmes dans certains hôtels. Alors, où le problème là y est? Mais le problème là, c'est simple. Nous avons rappelé que pour nous parler de l'hôtellerie, nous, au niveau de l'UHTR, le GTG, on va rappeler que par exemple, chaque année, nous avons une délégation qui a été prise pour nous donner en vision de ça qui y aura 20 destinations Guadeloupe. Ouais. Mais nous ne pouvons pas rester par dire que l'hôtellerie, c'est un secteur d'activité depuis les années 75 qui a marché uniquement avec les subventions. Alors là, nous prenons compte que là, il y aura parlé effectivement que les 6% au niveau d'augmentation de clients qui viennent dans l'hôtel, mais pas n'importe côté, il y aura parlé, il y aura dit comme ça que effectivement que depuis 2006, pour salariés par n'importe augmentation de salaire, les NAO de branche au niveau GHTG pas ouvert. En sortie à l'UGTG était là en recevoir un courrier puisque nous demandons l'ouverture des NAO de branche. Nous recevons un courrier à M. Vion qui est en mépris au niveau du monde du travail. Là, on va voir des camarades qui contribuent par rapport à une convention collective depuis en 1982. L'objectif, c'est des camarades qui organisent, qui au niveau les camarades comme Charlie Lando, Jacques Derride devant et Charlie Lando, et après on prend suite à. Mais là, on va pour organiser un secteur d'activité. Et nous avons vu que les gens là, que c'est M. qui dit nous consacrer, il n'y a pas ni à parler de nous, il y a dans fédération en France, et c'est de la France que nous avons parlé. Alors, les gens là, ils ont décidé de mettre en convention collective CHR, et il y a pas ni à parler avec nous, et de sorte qu'on a toute fiche de paie à tout travailler dans l'hôtellerie, il m'a créé convention, il m'a créé convention collective des hôtels de Guadeloupe. Alors là, nous avons demandé, est-ce qu'il y a parler de dialogue social? Est-ce que c'est sans dialogue social ça? D'accord. Alors, Mandarenko, vous aussi, ou dans l'hôtellerie, ou dans ce syndicat-là, est-ce que Jodla, ou ni sentiment, puisque M. Néjus a dit ça, dialogue-là pérétabli, ou bien est-ce que nous croyons, parce qu'il va commencer par parler de la route du Rhum, qui va venir l'année prochaine, en novembre l'année prochaine, est-ce que nous croyons qu'il y a un blocage, ou bien est-ce qu'il y a une discussion? Qu'est-ce que ça qui est passé? Moi, en tout fait rentrer dans le domaine syndical, village à moi. Ouais. Mais dans vision, moi, si chaque monde mettait du sien, ouais, ça peut aller. Nous ne sommes pas obligés à du crash. Mais ni des gens qui n'ont pas au goût. Ouais. Mais moi, on y espoir que nous ne payons ni en négociation, nous ne payons ni des ententes. Depuis, chaque monde mettait du sien. Ouais. C'est sentiment. Peut-être pas sentiment secrétaire, mais moi, ouais, moi, on va dire que peut-être nous on dit alors qu'il peut ouvert. Comme il peut ouvert, comme il peut pas ouvert. Oui. Mais moi, en cas de ces confiance-là, ça en est. Faut nous ni pour nous aller plus loin. José Néjus. Aujourd'hui, je joue dans l'hôtellerie, il n'y a pas besoin de licencier le monde, puisque on dit tout à l'heure que tout l'hôtel va tourner à fond, pas ni place pour. Même au Guadeloupe, il y a des personnes qui sont dans un hôtel pour nous, il n'y a pas de place. Donc ça veut dire que l'argent va rentrer dans ces caisses-là. Oui, mais il faut savoir que dans l'hôtellerie, il y a un système de montage financier qu'on fait. Ouais. C'est-à-dire que l'hôtel là même, pas faire l'argent, mais c'est l'investisseur là qui va faire l'argent. L'objectif, parce que si vous laissez l'argent, parce qu'il y a un montage financier qui va faire, ouais, qui est pratiquement
un petit peu légal, il faut aller vraiment loin pour comprendre le machin à ça. Mais comme nous travaillons avec des cabinets d'experts qui expliquent nous le montage. Mais l'un de parler de dialogue social, ou du moins, il y a un partenaire. Mais leur partenaire en monde, si on a fait 100 points, il faut faire 100 points aussi. Et ce n'est pas la réalité. Là, nous avons créé un mouvement que nous faisons le 4 et le 5. Ouais. Nous faisons un mouvement. Mais c'est un mouvement qu'on appelle à créer central à nous faire. Et nous aussi, que nous avons des revendications, nous baillons un avertissement. C'est-à-dire que nous croyons en l'hôtel Concreole Beach. Ouais. Concreole Beach qui nous ni un an et demi que nous avons en suspension de conflit par rapport à un NAO de branche et dans l'hôtel qui a fait une discrimination. Là on est un salarié qui a touché la commune et un autre qui est en contrat de travail qui n'a pas touché la commune, il aura fait le même travail là sans discrimination et c'est ça, mais c'est pas attendre. Et là on a un directeur qui là mais il ne peut pas négocier envers eux. C'est M. Vial-Rolé et M. Arnaud qui répondent. Nous faisons lettre ouverte aujourd'hui là, qui est sans mépris au niveau des travailleurs. Là, il n'y a pas fait allusion à la Caraïbe. Mais on va rappeler, la Caraïbe, ce sont des pays indépendants. Alors, si par exemple, vous voulez faire allusion à la Caraïbe, il faut nous tous les moyens aussi pour nous venir contre les pays de la Caraïbe. À un moment-là, ça, nous décider qui touriste que nous avons fait. Parce qu'il y a un bon moment que nous avons dit que forme de touristes, ça, il y aura fait là. Parce qu'il y aura fait des touristes de masse. Et aujourd'hui, c'est tirer le tourisme vers le bas. Alors, nous, nous avons tiré vers le bas. Nous avons dit fort, nous sommes un pays qui n'est pas détruit des affaires saison. Puis c'est en Guadeloupe, tous les jours, ni soleil. Alors, comment on peut parler de saison? Là, on voit par exemple, même l'hôtel là, ça, les 4 et les 5, et quand nous avons un rendez-vous le 10 janvier pour nous discuter. Alors, on va décider qu'on va faire Noël tranquillement, on va faire 31 décembre tranquillement, et après, là, on va venir en compte avec nous le 10, c'est juste gérer nous, en pas pour le résultat nous gagner. Alors, nous allons dire que effectivement, en part, ça belle, hein. Ça n'est pas belle dans l'hôtellerie, puisque nous allons prendre un exemple encore. C'est ça qui a fait qu'il y a nous raison. Et pendant nous, là, M. Vial-Rolé, et nous va répondre, puisque tout l'hôtel qui fermé, pas nous qui fermé, puisque nous même qui a contribué à fermer aussi, puisque là, on attend en lettre ouverte qu'il fait, il a cité de l'hôtel qui est en redressement, il a cité de l'hôtel qui n'a pas payé fournisseur. Alors, nous même, à dans duel. Mais là, nous avons dit, ça nous avons dit tantôt, nous avons dit effectivement dans l'hôtellerie, mais c'est l'argent qu'il va faire. Et nous n'avons pas de contrôle. Au niveau du conseil général, il y aura l'argent. Conseil régional, il y aura l'argent. Nous avons alerté M. Chalis, nous avons alerté tout le monde pour dire qu'il faut nous un contrôle à l'argent là, il y aura là. Alors, pour le monde, alors c'est ça nous avons dit. Mais ça veut dire que nous avons un blocage alors là. Celle qui nous savons que nous avons affirmé que aujourd'hui là, encore une fois, par rapport à Kouya, M. Vion, tout le monde qui prend responsabilité à eux. Parce que nous avons dit, nous ni en convention collective des hôtels de Guadeloupe. Alors, il faut que si en table avec nous. Nous avons attendu à parler de la route du Rhum, mais nous avons dit, depuis l'autre jour, nous avons commencé, là c'était un alerte que nous avons fait le 4, le 4 et le 5 décembre 2017, et nous, toute l'année là, que nous créons aussi. Dernier petit intervention, est-ce que NAO là, c'est une négociation annuelle obligatoire là, est-ce qu'il y a une date qui a commencé à négocier ou pas? Non, mais il faut savoir que nous lancer, nous voyons courrier GHCG, et quand on dit qu'en termes local là, sorti en recevoir un courrier, pas même bien lu, mais en étant jeté en l'air, quelqu'un a dit qu'on sacré, il n'y a pas parlé envers eux. Parce qu'il y a dans la fédération en France, et il y a négocié en France, et il y a un grille de salaire qui a appliqué pour nous ici. Alors, en cas de cas, en discussion, pas en négociation que vous voulez faire, celle qui est chaque monde a pris responsabilité d'ailleurs. Et pour moi, retourner en l'air à 100 ans, on ne parler de pourquoi nous avons raison. Là, nous voyons l'hôtel Caribéa, qui est après 2 ans, qui a été ouvert en redressement. Et il n'y a pas faute que nous discutons avec les gérants tous les jours. Alors, comment on peut dire, moi, je dis là, avec M. Vial-Rolé qui a marqué de l'hôtel qui fermé. Mais l'hôtel là, ça, s'ouvre, vous voyez empâter l'argent à la région Riada.
Déjà fermé. était en liquidation automatiquement. Et il était venu dire nous comme ça que c'est nous qui avons tué l'hôtel en Guadeloupe. Alors là encore, nous avons dit qu'un hôtel qui est né 2 ans, qui est ouvert, qui a épongé les détails, seul bien qu'il a demandé à gérant là, c'est qu'il faut payer les dettes. S'il n'a pas payé les détails, automatiquement, il aurait dénoncé encore là. Et je dis là, nous avons trouvé que même là, nous avons difficulté toujours. Hein. Nous, qui avait parole là, nous avons pause publicité, nous retrouvons nous tout à l'heure pour nous bouter ces paroles là. Ça. Il est exactement 13h02, la pause publicité. Nous sommes toujours en direct de RHT et de C10FM. On se retrouve avec les 2 syndicalistes de l'UGTG UHTR pour conclure cet entretien. Restez avec nous. 13h09 en direct du ZCL de RHT de C10FM. Je vous rappelle que nous recevons 2 responsables de l'UHTR ou UGTG. On parle un petit peu de la situation de l'hôtellerie. Tout à l'heure, nous allons faire la chronique des chroniques avec Jocelyne Nampri qui est déjà là, Martine Fazer, Véronique Kelry-Selbonne et chez Dissident Baron. On va parler un petit peu de sport, non pas de sport, de Caraïbes, de communication, de culture et aussi le coucou des abricots va revenir. Mais pour l'heure, tout de suite, le rappel des titres avec Keïssa Zorobabel et Cosette. Nous avons ouvert le journal d'aujourd'hui en partant à Pointe-à-Pitre où ce matin eut lieu une réunion autour de la crise sanitaire en Guadeloupe. En effet, 3 semaines après l'incendie du CHU, les syndicats FGS, FO et CGTG voulaient se faire entendre. Et nous avons poursuivi avec un sujet qui touche énormément la population et dont on a pas mal parlé ces derniers temps, à savoir la violence faite aux femmes. À cet effet, nous nous rendrons à Paris à l'occasion d'une pièce de théâtre qui a été réalisée autour de ce sujet. Et nous terminerons le journal d'aujourd'hui avec une pointe de gourmandise. Mesdames, papier, stylo en main, préparez-vous à noter. Le chef Sébastien Salomon vous donnera la recette pour une bûche génoise crème au beurre réussie. Oui, d'accord. Merci, Kissa. Alors, nous avons vu ici problème à l'hôtellerie, puisque nous tentons que le Salacou qui était en difficulté, pratiquement en redressement, liquidation, sauf que ces jours-là, ça a dessiné. Qui problème réel à l'hôtel là, ça? Non, mais il faut savoir que l'hôtel là, ça, c'est un hôtel qui était vraiment en difficulté. Après que. Tu as tourné quand même l'hôtel? Non, mais c'est un hôtel qui est souffri à l'air, pas de place. Pas de place. Ouais. Et l'hôtel là, en difficulté. Effectivement, l'hôtel là, fermé pour travaux. Après qu'il vient ouvert en 2015. Mais il faut savoir que nous, là ouvert en 2015, nous toujours alertés à tout moment, gérant ça y est. Demander, bon, est-ce que l'hôtel là travaille bien? L'hôtel là travaille bien. Et jusqu'à un moment que nous faisons une réunion en veille, qui dit nous comme ça qu'il est obligé de déposer le bilan pour protéger. Alors nous ne pas comprendre, puisque nous avons dit effectivement que nous avons un nombre de l'argent, un nombre de dettes qui ont épongé bail. Plus de 3 millions. Oui, plus de 3 millions. Après, gens que ça peut arriver qu'après 10 ans, l'hôtel est en difficulté. Et là, effectivement, nous venons apprendre que l'hôtel là a passé en tribunal le 9. Alors, effectivement, que nous, celle qui est renommée, c'est défendre l'intérêt à personnel là. Alors, nous trouvons nous au tribunal. Et là, nous, au tribunal, effectivement, nous avons constaté que la direction n'a pas même nommé un monde pour représenter les salariés au tribunal. Mais comme nous, effectivement, nous entrons au tribunal là. Et là, nous entrons au tribunal là, nous constatons qu'effectivement, ça, il n'y a pas reproché la direction à l'hôtel là. C'est qu'il y a signé un accord en veille en France, il a signé un accord, l'État a signé un accord en veille, et il n'a pas respecté l'accord là. Alors en janvier 2017, il a dénoncé l'accord là. Et là, c'est la sécurité sociale et les impôts aussi qui viennent, qui attaquent au niveau du tribunal là. Mais on va rappeler que là, c'est encore une fois, et nous avons rappelé que nous avons dit, nous avons vu qu'il y a une évolution, et pas pour autant que l'hôtel là, tout veille en redressement. Et on a dit que c'est pour moi que c'est parce que ça semble être purement politique, puisque l'hôtel là passe en tribunal le jeudi. Et le mardi, M. Chalus était en l'hôtel là, il était dit que l'objectif c'est de donner 1000 emplois pour 2020 et plus d'un paquet d'autres clients qui viennent en Guadeloupe. Et 1 million de touristes. 1 million de touristes. Alors, ça a fait vraiment en tâche dans le programme
Alors, effectivement, il y a une agence aussi dans l'hôtel là, ça qui fait que l'hôtel là pas arrivé en liquidation. Mais d'après les discussions que nous avons et d'après les déclarations à même M. Fischer ou Newton, l'objectif ailleurs, parce que si vous voyez par exemple sans l'hôtel, à tout moment qu'il a trouvé en liquidation, à tout moment qu'il a trouvé un redressement, à un moment, il faut nous poser dans la question, il faut nous dire qu'il nous a fait. Parce que je dis là qu'il a bien pédit qu'en lettre ouverte, plusieurs hôtels qui fermé. Mais je dis là que nous ne pouvons pas dire qu'on parle des travailleurs, puisqu'on va rappeler les travailleurs contribuaient à l'ouverture à l'hôtel en 2015, mais tous les moyens pour y être ouvert et ouvert dans l'hôtel qui n'était même vraiment fini. Alors, c'est que c'est qu'ils ont envie de rentrer en l'hôtel ailleurs et pour y travailler. Et là, on va arriver après deux ans qu'on va trouver l'hôtel là en liquidation. Alors là, nous avons demandé, oh là, c'est l'argent là, ça va passer. Mandarin c'est que dernier mot là, là où quand tout ça sortir entrer ou te dit dans ce syndicat là, dans le bureau là, qui sentiment ou pas pour tout ça? Sentiment, moi, c'est un sentiment parfois en cas d'espoir, mais l'entendre José, les autres camarades, en cas prendre conscience que nous avons l'autre travail à faire. Pour travailler, nous avons l'autre travail. Mais est-ce que nous travaillons pour travailler? Là, on travaille, il travaille pour travailler, oui. Mais travail pour nous conscientiser, comprendre ça nous fait passer. Parce que ni des gens nous pas parler ba yo pas comprendre, yo pas avoir danger là, yo pas vrai ça nous a dit. Mais c'est la syndicat là. Et c'est la syndicat là, mais ni des fois ou quoi perdre d'espoir. Ouais. Mais comment ni un secrétaire qui a quoi oui. Alors on là et en quatrième jusqu'à temps parti. Eh bien, nous avons dit merci de toute manière, monsieur, nous avons pensé que nous avons l'occasion de revoir les autres ici, d'ici mois de janvier, selon Jean Lébitin qui a avancé, après décision à liquidation ou pas, nous avons l'occasion dans cette salle-là, vous faites venir pour nous les dernières informations. Ok, pas de problème, puisque en émission de, disons, 30 minutes, pas suffisamment le temps de parler de l'hôtellerie, puisque aussi que là, pour faire tourisme en pays, il faut déjà qu'on va penser pays là aussi. Tout à fait. Alors, c'est ça que il faut une politique touristique sérieux. Absolument. Merci en tout cas d'être venu pour le premier friser là ça. Mais nous avons l'occasion de passer au micro là ouvert pour les autres caméras là aussi. Et puis nous avons l'occasion de parler. 13h16. Mettez les autres là pour bouger. Nous avons développé le journal là avec ça et nous avons recevoir les autres mon après. Et je vous le disais, combattre les violences faites aux femmes est un sujet dont on a beaucoup parlé en ce moment. Ces faits intolérables en 2017 ont inspiré l'association Accolade pour leur nouvelle pièce de théâtre intitulée Face cachée. La comédienne Agnès Kizoka à la caméra de Maurice Cessé. Ta gueule! Tu n'es même pas capable de faire cuire des saucisses. T'es bonne à rien. Tu ressembles à rien. Mais t'es tellement conne que je me demande comment t'as fait pour obtenir un bac plus 5. Je jouais le rôle de Emma. Emma qui se voile un peu la face, effectivement, qui rencontre des problèmes dans son couple, son mari ne la respecte pas et elle n'a pas encore fait le pas dans sa tête et elle accepte des choses, elle accepte l'inacceptable. Qu'elle va évoluer au cours de la pièce, va prendre conscience avec l'assistante sociale qui lui met les faits bien en face et peu à peu il y a un dévoilement qui se fait, les tensions montent et jusqu'à la fin dramatique. C'est une sorte d'engrenage dès le début de la pièce. Et dans la pièce, j'ai essayé de travailler avec ce que moi je suis, c'est-à-dire où est-ce qu'on va chercher les limites. Eh bien, on les cherche, on travaille un peu sur soi, on va voir au fond de soi, on s'appuie aussi sur les autres, ce que les autres nous renvoient. Je ne saurais pas trop, c'est une question difficile. C'est une
c'est l'intériorité, c'est quelque chose qui progresse intérieurement. Et qui demande du temps, qui demande, c'est le temps, oui, une sorte de maturation dans la relation. Je pense qu'une relation, il y a des conformismes, il y a des derrière face cachée, voilà, c'est le conformisme. Emma a une vie bien aisée, on peut dire, bien équilibrée. C'est une vitrine et puis peu à peu, elle se rend compte que voilà, c'est qu'une façade. Et voilà, il est 13h19. On a une surprise pour vous. Nous sommes en présence de la Mère Noël aujourd'hui. Bonjour Mère Noël. Bonjour les petits enfants, comment allez-vous? Mais j'ai aussi des surprises pour les grands. Alors restez à l'écoute. Mère Noël, j'ai été sage. Mais Toi, ça risque d'être la mère Fouetta. Mais nous sommes aussi en présence de notre chroniqueuse pour Coco et Zabrico, qui est magnifique d'ailleurs. Merci. Merci Tessa. C'est pareil, t'es aussi belle. Bon, bonjour à tous les téléspectateurs, aux auditeurs. Je suis contente de vous revoir, surtout en cette période de fête. Je pense qu'il y a mon générique. Générique, c'est parti. Super, tu es magnifique. Rebonjour aux téléspectateurs de Canal 10 et aux auditeurs de RHT et de la C10 FM. Aujourd'hui, il y a du lourd dans Coco et Zabrico parce que je vais vous parler des traditions de fêtes de fin d'année qui vont reprendre les chantés Noël depuis quand on le fait. Pourquoi mange-t-on du cochon à Noël et beaucoup de cochons à cette période? Et enfin, le bain des marées qui est vraiment typiquement de chez nous. Donc le chanté Noël, donc qu'est-ce que pour ceux qui viennent, qui ne connaissent pas les touristes, qu'est-ce que c'est qu'un chanté Noël? C'est un regroupement de personnes qui viennent pour chanter la nativité. Pour chanter la nativité, et c'est une tradition typiquement qu'on trouve aux Antilles, en Guadeloupe et en Martinique. On ne le trouve pas à La Réunion, c'est vraiment dans les Antilles qu'on trouve ce chanté Noël. Donc maintenant, on le retrouve sous forme, les comités d'entreprise l'organisent, il y a des festivités publiques, tout le monde fait un chanté Noël, quasiment dans toutes les communes, donc c'est devenu quelque chose, une tradition ancrée dans nos mœurs. Mais à l'origine, comment est-on arrivé là? À l'origine, c'était les esclaves, qui par le Code noir, on avait l'obligation de les baptiser. Et certains esclaves qui étaient doués ou pas étaient choisis par les jésuites pour apprendre un instrument et pour faire leur chœur à l'église. Et c'est comme ça que les esclaves, ayant appris les cantiques, ils ont associé avec leur rythme africain, donc ça fait un mélange qui est bien particulier. Et jusqu'à nos jours, on voit que tout le chanté de Noël, c'est un mélange de profane et de paroles religieuses. Donc on reprend les cantiques, ensuite on rajoute à notre sauce, on met de la musique, on met les siacs, les accordéons, le gros cas, et voilà, ça fait vraiment un chanté de Noël typique de chez nous. Et ça, il faut savoir que maintenant, il y a des grands chantés de Noël qu'on connaît, le Noël Cacador aux vieux habitants, qui est vraiment une grande festivité. Il y a aussi Joie Tradition qu'on retrouve à Jarry, derrière moi c'est passé, où vraiment il y a une grande foire artisanale autour de ça. Donc le chanté de Noël, c'est vraiment, ça s'étend même au niveau commercial, au niveau économique. Donc la deuxième chose que je voulais parler, là quand on va au chanté Noël, on chante, donc on a soif et on a faim. Donc on a soif, on boit pas mal de choses, le schrob, le punch au coco, l'anisette, le sirop groseille, mais on mange quoi? Beaucoup de cochon. Le cochon a toutes les sauces. En pâté, en boudin, en ragoût, en fumé, de toutes les manières possibles. Mais il faut savoir que cette tradition de manger du cochon, c'est une tradition anglaise. Voilà. C'est une tradition anglaise qui a été instaurée dans toute la Caraïbe, dans toutes les colonies anglaises. Mais avant, les Anglais l'ont récupéré à l'ère médiévale, c'est-à-dire 10e, 11e siècle, de leur conquête scandinave.
Et ces conquêtes scandinaves, les anglo-saxons à l'époque, ils ont conquis la Scandinavie, le Norvège, les Germains. Et ces Scandinaves avaient une fête qui s'appelait la Yuletide, pour fêter le milieu de l'hiver. Et dans cette festivité de Yuletide, ils adoraient le dieu frère, F-R-E-Y-R, en lui demandant d'apporter le beau temps, l'abondance pour la nouvelle année qui venait. Et en cet hommage au dieu frère, on sacrifiait un sanglier. Et ce sanglier, on prélevait le jambon de ce sanglier parce que le jambon était signe d'abondance et de fertilité. Et c'est de là que les Anglais ont pris cette coutume. Il y a une question, Danick, je vois que tu es très intéressée. Non, j'écoute avec attention. Donc voilà, ça remonte déjà à l'ère médiévale, au Xe siècle. Et avec les colonies que les Anglais avaient dans toutes les Antilles, et les États-Unis, donc ils ont vraiment mis cette coutume à leur table. Sachant que pour pouvoir faire un rapprochement, comme ils ne pouvaient pas dire c'était le dieu frère, donc ils ont associé le cochon avec Saint-Stéphane, Saint-Étienne, avec une représentation de cochon, et on le fêtait le 26 décembre, qui correspond chez les Anglais à la Boxing Day, le jour où ils offraient des cadeaux et ils faisaient un grand banquet. Donc ils ont fait vraiment cette corrélation. Ensuite, arrivé dans les Antilles, là, c'était avec l'Amérique à cette époque cultivait, avec des grands élevages de cochons, et envoyait du porc, surtout le jambon, dans toute la Caraïbe anglaise, c'est-à-dire toutes les colonies anglaises. Et les Français, et c'est surtout, ça s'est arrivé à la fin de l'année, et les Français, les Néerlandais, les Espagnols, voyant ça, se sont intéressés à cette pratique. Et c'est pour ça qu'après, ils ont importé du jambon américain pour les fêtes de fin d'année. Donc à cette période, tout le monde sentait l'odeur du jambon, donc ça signifiait, voilà, Noël est arrivé, les fêtes sont arrivées. Mais les Antillais qui sont pas bêtes, quand ils ont vu ça, ils se sont mis à élever des cochons, à les cultiver vraiment toute l'année, les engraisser, tout ça, pour qu'à la fin de l'année aussi, ils tuent leurs cochons. Donc et c'est de là où, comme dans le cochon, quand on le tue, rien ne se perd. Donc là, ils ont commencé à faire le boudin, le pâté, tout ce qu'il y en a, parce qu'on ne perdait rien, les andouillettes dans le cochon. Et voilà comment c'est arrivé. Et il faut attendre les années 80, parce que jusqu'à présent, c'était les Américains qui nous emmenaient le cochon en jambon, soit dans les caisses, soit congelé. Et il faut attendre les années 80 avec l'entreprise martiniquaise, la première, Marion, qui a fait du jambon issu de l'élevage, la production locale. C'est avec Marion qui a fait ça, avec le jambon pré-cuit à l'os ou sans os, parce qu'il faut se dire qu'un jambon, ça prenait du temps. Et c'est le premier, imité en cela par d'autres entreprises, mais c'est vraiment le premier qui a fait cela. Et ce qui fait qu'on retrouve du jambon à cette période facilement. On n'est plus obligé d'attendre, ni de dessaler, ni de cuire. C'est ce qui est intéressant. Donc voilà ce que j'ai à dire en mode concentré, parce que je sais que j'ai jamais beaucoup de temps, sur le cochon. Et maintenant le bas des marais. Le bas des marais, il y a plusieurs écoles. J'ai interrogé pas mal de personnes, de vieilles personnes. Donc le bas des marais, il y a une école qu'on fait le 31 décembre. Ou le 1er janvier. Donc le 31 décembre, les gens vont, des fois, s'ils habitaient à l'époque, s'ils habitaient près de la plage, ils allaient à pied, ils priaient, ils se plongeaient dans l'eau 7 fois. Tout nu, comme il était qu'à dire, tout nu, 7 fois de l'eau là, et ils se frottaient avec une queue de morue et de hassive et d'autres herbages, d'accord, tout en priant. Et quand ils sortaient de l'eau, ils envoyaient cela derrière eux, ils s'habillaient, ils ne s'essuyaient pas, ils s'habillaient, et c'est à ce moment qu'on fêtait la fête de fin d'année. Et sinon, il y a les gens qui le faisaient à l'embouchure des rivières. L'embouchure des rivières, c'est le croisement entre la mer et l'eau douce. Pourquoi ? Parce qu'ils disaient que c'était chargé d'une grande énergie, d'un pouvoir purificateur intense, parce que la rivière charrie beaucoup d'herbes, de feuillages, et s'imprègne de cette énergie. Et ces personnes pareilles, ça se baignaient et tout ça, et se sortaient. Et surtout, quand on sortait, on ne se rinçait pas, on ne se séchait pas, et on allait directement. Mais pour ceux qui n'ont pas de rivière, qui sont loin de la mer, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils font des bains des marais chez eux avec des feuillages. Ils vont voir. Quels sont les feuillages ? C'est intéressant. Ah, c'est intéressant. On m'a dit qu'il y a du cassia alata, de la lavande, de la raquette, du ménévini, des zébafam, de l'homme plus fort que l'homme. Des choses intéressantes.
plus fort que l'homme. Et ce feuillage, ce qui est intéressant, c'est que quand on va voir la marchande pour acheter sur le marché, avec sa liste, soit la liste, c'est un quimboiseur ou un séancier qui vous l'a donné, soit ce sont les parents, les grands-parents qui sont initiés qui vous le donnent, ou bien si vous-même, selon l'expérience. On achète ces feuillages, et chez soi, on compose avec soit de l'eau de mer, on fait bouillir avec, soit avec de l'eau de coco, qui est pas mal, soit c'est de l'eau de la rivière ou de l'eau de fontaine, et on mélange ça et on rajoute du gros sel. Quand on s'est baigné, le feuillage, soit on le garde au fond du jardin qui pourrit, soit on va le mettre dans un kachima, une croisette en kachima, pour que les voitures l'emportent comme le courant de la mer le ferait. Et l'eau du bain, on nettoie la maison avec. Ça, c'était le rituel. Et alors, quelle était la signification du bain des marées? Pourquoi en faisant un bain des marées? Eh ben, tout dépend, il y a plusieurs. Le bain des marées, déjà, c'était pour démarrer l'année et retirer toutes les vieilles choses, comme c'est mon acadé en marée, quand c'est un démarrer moi la nouvelle, c'est pour retirer toutes les mauvaises choses. Soit aussi, c'est pour, à la veille, bon, par exemple, on espère avoir un travail, on passer ses études, donc passer des examens, on fera un bain des marées. Ben, c'était pour se purifier en général et attaquer l'année d'un bon pied, on peut dire. On un bain des marées, c'est aussi, Jocelyne? C'est pas vraiment dans ma culture. Pas marée. Donc c'est bon, pas besoin. Bon, mais il faut faire attention de démarrer. Et en attendant, nous allons démarrer publicité. Mais avant publicité, juste un dernier point. Oui. Et ça n'a rien à voir avec bain démarrer. C'est Kafka Énergie pour tout le monde qui veut démarrer. Et ils ont formation pour la nouvelle année. Qui démarre, qui est parti bien. Donc ils peuvent faire en formation à FC aux marchandises du 15 au 19 janvier à Kafka Énergie, les jardins de Welbo. Oui. Et pour téléphone, c'est un fixe, c'est le 93 63 11 93 63 11 ou allez vous renseigner sur le site de Kafka Énergie. C'est quoi le site? www.kafkaenergie.com. Merci Jocelyne, qu'on retrouve avec plaisir dans le Cocos Abricots. C'était le dernier de l'année. C'était le dernier de l'année, donc je souhaite. On va retrouver l'année prochaine. J'espère bien, c'est selon la direction. Je suis sûre que. Oui. Pour on peut démarrer, comme ça, oui, ça. Donc joyeux Noël et bonne année, gros bisous et plein de bonnes choses. Et voilà pour la nouvelle année. On se retrouve pour le déjeuner ZCL. Avec plaisir, avec plaisir. Ni mon qui est là, ni mon qui est là. 13h30, on continue, on prend la page pub et puis on se retrouve avec Martine pour le CSM et la suite du journal bien sûr avec Keïssa. Mais encore, il y a encore deux autres chroniques puisque c'est la journée des chroniques. On va recevoir Véronique tout à l'heure pour la chronique communication, décryptage et un peu plus tard la première chronique de Chidi Diambarom qui a fait un peu de géopolitique et parler de Haïti après le tremblement de terre. C'est parti. Et voilà, il est 13h36. On retrouve Martine, dite la mère Noël, qui va nous parler du Père Fouettard. Et oui, bien bonjour à tout le monde. Et oui, je vous l'avais promis, la mère Noël vous rend visite. Elle vous rend visite avec ses beaux atours. Vous les verrez peut-être tout à l'heure si vous êtes bien sage. En attendant, un petit sommaire. Noël se fête dans quelques jours, donc nous continuons à parler de Noël. Nous venons de le faire avec Coco Isabrico, mais je vais poursuivre avec ma petite pointe de sel à moi. Et puis nous allons parler effectivement du Père Fouettard. Alors vous me direz quel est le rapport entre le Père Fouettard et la Mère Noël. Vous allez le savoir aussi dans quelques instants. Et puis un agenda, enfin des petites choses comme ça. Allez, générique et c'est parti. Le soleil levé le matin dans le ciel là, que tous les oiseaux regardent parce qu'ils sont contents. Moi quand m'était comme ma prière la vérité. Après ce générique plein d'entrain qui était dansé sur un rythme coco et abricotien, eh bien, je continue avec la mère Fouettard. Non, le père. C'est qui, le Père Fouettard ? Eh bien, le Père Fouettard, c'est celui qui, finalement, voyageait toujours aux côtés du Père Noël, mais qui était là pour distribuer autre chose que des jolis cadeaux. Il distribuait des coups. Il distribuait des coups de bâton. Il distribuait également des choses qu'en général, les enfants n'aiment pas beaucoup, les oignons, les pommes de terre. Alors, c'est un homme grimé de noir, avec une tenue marron, avec une longue barbe noire également. Pas gentil du tout.
Et ce personnage qui accompagnait le père, qui accompagne toujours Saint-Nicolas dans sa tournée de distribution de cadeaux, et ben lui, il offre autre chose aux enfants qui n'ont pas été sages. Alors évidemment, comme je ne voulais pas apporter des oignons et des pommes de terre, parce que je suis la mère Noël et que je suis gentille, j'ai apporté autre chose. C'est Noël. Mais pour de vrai. Alors, pour ceux qui sont sages, il y a des cadeaux. Les 5 premiers qui appellent au standard vont recevoir des jolis cadeaux que je vous ai concoctés, qui sont là. Alors, il y a des choses pour faire des dessins sur les gâteaux. Il y a une tasse avec sa petite cuillère pour ceux qui veulent boire leur café chaud. Il y a des chocolats pour l'équipe de Canal 10. Oh, merci. Il y a un photophore pour votre belle table de Noël. Il y a également 2 places pour manger dans mon petit restaurant au moule. Et pour les très chanceux, 2 bijoux faits main par mois. Eh oui, ça fait des vitins seulement. On rappelle le numéro du standard. Le standard. 73 03. Fait main. Faites le 26 73 03 si vous êtes les premiers, mais vous êtes les premiers à gagner. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadeaux. Les 6 premiers, c'est parti et c'est pour vous. Et voilà, donc il n'y aura pas d'ordre, ce sont les premiers qui appellent, c'est le standard qui choisira dans quel ordre ça vous est donné. Ça, c'était la mère Noël, vous voyez? Qu'est-ce que c'est bien, Canal 10 et ZZL. Et le père Fouettard, les oignons, je n'ai pas ramené. En tout cas, si ceux qui n'auront pas eu ces cadeaux-là, il y en a d'autres qui vous sont réservés. Vous allez tout simplement à Art Shop, exposition d'œuvres d'art. Donc c'est tout près, c'est à Jarry. Si vous ne savez pas encore quoi offrir, si vous n'avez pas encore acheté vos cadeaux de Noël, si vous êtes complètement désarmé, eh bien vous allez là, vernissage le 21 décembre, là à 18h. Et là vous avez des œuvres d'art, des objets d'art, à vrai dire un peu des deux, comme nous dit Thierry Allais, qui manage de main de maître ce lieu d'exposition. Vous aurez des artistes qui exposent tels que Thierry Allais. Vous aurez également Vida Verde, que je ne connais pas, mais que je vais découvrir sans doute. Fait plein d'artistes. Il y aura aussi Fête à Case, Charles Soulem Rousseau, etc. Ils ont plein d'objets d'art qu'ils proposent pour les fêtes de Noël à des prix défiant toute concurrence. La galerie vous permettra de rencontrer ces objets, de pouvoir les acheter et de découvrir des choses assez exceptionnelles. Voilà, ce sont des œuvres uniques la plupart du temps et que vous pouvez acheter parce qu'on se dit toujours, les tableaux, les œuvres d'art, on ne peut pas les avoir à la maison. Et bien là, c'est pas le cas. Vous allez à la galerie TNT Art Contemporain et vous pourrez participer donc à cette exposition ou en tout cas acheter ce dont vous avez besoin pour Noël. La TNT Jarry, c'est tout à côté à l'immeuble Socogar à Jarry, voilà, 05 90 10 91 60 pour pouvoir aller à ce lieu et dès demain jeudi 21 vernissage. Ma copine de tout à l'heure vous a parlé de Noël avec les traditions, celles qui sont de chez nous et puis celles qui viennent d'ailleurs. Moi, j'ai commencé la semaine dernière à vous parler donc des fêtes de Noël, mais au travers justement du Noël ailleurs, dans d'autres pays. Et je vous ai également parlé du Père Noël. C'est pour ça que sa femme est venue vous rendre visite. Ni on t'y habite entre eux en ce moment. Il n'y a pas d'accord, là, il n'y a pas passé Noël. Pôle Nord, en Guadeloupe, ailleurs. Moi, en tout cas, Guadeloupe et lui peut-être Pôle Nord. Donc c'est ça ce qu'on appelle la nuit des hôtels retournés. Si vous voyez ce que je veux dire, non? Bon, vous allez revoir vos classiques. Alors Noël, par exemple, au Portugal. Au Portugal, on offre des cadeaux également à Noël, et c'est le Père Noël qui les apporte, et il apporte plein de cadeaux dans les chaussures. Ce sont en général des petites figurines qui aussi illustrent Jésus. C'est l'un des cadeaux préférés, la petite surprise, et surtout ce qu'on mange, beaucoup de morue pour les fêtes de Noël, et puis une particularité, le bol oreille, qui est un gâteau qui est fait à base de fruits confits. Au Royaume-Uni, on dit que c'est au Royaume-Uni d'où sortent les premières cartes de Noël. C'est vrai qu'ils sont très friands de ces cartes qu'on offre à tous les gens qu'on aime au moment de Noël. Cette tradition viendrait donc de là. Et les cartes de Noël, on les offre à tous les gens qu'on aime, mais il y a aussi, bien qu'ils s'envoient ces petites cartes décorées, il y a aussi les bonbons, les crackers, ces gros bonbons enveloppés de papier doré qu'on tire pendant la soirée de Noël. Et à l'intérieur, il y a des cadeaux. La Roumanie, par exemple, la Roumanie est restée extrêmement ancrée dans ses traditions et dans certaines régions, on continue à célébrer Noël en faisant du porte-à-porte et en chantant de porte-à-porte chez les voisins, chez la famille, chez les amis. On entend des chansons de Noël, mais on partage aussi des repas dans chaque maison. Alors, bonsoir, la fin de la soirée du 24. Dans les villages, il est coutume pour les jeunes, surtout, pour les jeunes garçons, de sortir, grimés en personnages effrayants, et ils passent dans les rues comme
comme ça pour fêter Noël et s'amuser. Ils mangent également énormément de viande à base de porc. Et enfin, je ne vais pas vous parler de la France puisque on y est, mais surtout ni la Guadeloupe puisque vous connaissez aussi. Jocelyne vous l'a dit et on en a déjà parlé. Et enfin, je voulais terminer avec les décorations de Noël. Je serai brève, parce que nous n'en aurons pas le temps, mais je voulais juste vous rappeler qu'avant d'avoir ces sapins de Noël synthétiques que nous avons aujourd'hui, que tous les boules et autres illuminations, eh bien, les décorations des arbres de Noël étaient avant en dégustation. Ça veut dire que tout ce qui se faisait dans l'arbre de Noël, les petits personnages, les boules, ça se mangeait. C'était des maisons en sucre, des maisons en pommes, en pain d'épices. Voilà, c'était des petits gâteaux et petit à petit, ça a évolué vers des personnages maintenant qui sont en verre, qui sont sacrés. Et l'arbre de Noël est décoré dans les maisons avec parfois des objets, des boules qui sont de plus en plus chères, qui sont vintage. Donc, vous allez trouver sur des marchés d'art maintenant parce que on ne fait plus ces modèles-là. Alors, si vous trouvez de jolis boules de Noël, vous les verrez peut-être tout à l'heure, voilà ceux-là, eh bien ils sont vendus très très chers aujourd'hui sur les marchés d'art. Alors précipitez-vous pour aller chercher ces ancêtres de nos boules de Noël traditionnelles. On rappelle Martine qu'il y a 5 cadeaux à gagner. 6 cadeaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 26 73 03, c'est voilà. Tout de suite. Martine, on vous souhaite un Merci bon Noël beaucoup. En tant que mère de Noël. Oui, pourquoi pas. Ne vous perdez pas dans la mer. Voilà, il est 13h43 minutes. On va quitter un petit peu Noël, on va venir à des choses un petit peu plus sérieuses, beaucoup plus dramatiques. C'était il y a 7 ans, en 2010, ce tremblement de terre incroyable qui a fait un nombre incalculable de victimes, puisque le chiffre aujourd'hui n'a toujours pas été officiel. Et c'est l'occasion de recevoir aujourd'hui chez Dissident Barom, qui est chargé d'enseignement à la fac de droit de Fouillol. Bonjour. Bonjour, Yannick. Et une fois par mois, il viendra comme ça nous éclairer sur des situations de la Caraïbe, puisqu'il est docteur en sciences politiques et il est aussi chargé de cours et c'est quelqu'un qui a une vision géopolitique de notre région. Alors bonjour, alors 7 ans après Haïti. Alors 7 ans après, nous pouvons avoir deux visions d'Haïti. Soit on y va et on observe la réalité, soit on n'y va pas et on n'a simplement que les chroniques de presse des différents médias et tout autre vecteur de communication au niveau mondial. Alors, je vais faire la part des choses. Il y a une certaine réalité qui est cataclysmique dans certaines régions d'Haïti et malgré le fait que nous soyons en fin d'année, je vais être malgré tout dans le rôle du Père Fouettard pour nous rappeler à notre bonne conscience que certaines régions vivent toujours dans une certaine misère. Quand bien même Haïti soit un pays de résilience, je pense que c'est le pays de la résilience dans la Caraïbe et peut-être dans le monde. Alors il faut rappeler quelques faits assez rapidement. En janvier 2010, Haïti a été touché par un très grand puissant séisme, 7,2 de magnitude, 225 000 morts, 300 000 blessés, plus d'1 million de sans-abri. Montant des dégâts, à peu près 7,8 milliards de dollars américains. Tout de suite, l'élan international, l'élan de solidarité, on a mis en place une réunion organisée par les Nations Unies le 31 mars 2010 et 138 pays avec des ONG dirigés par l'ancien président haïtien René Préval et sous la direction également de Bill Clinton, on a pu mettre en place et réunir environ 10 milliards de dollars. Beaucoup. La question c'est qu'un an plus tard, qu'est-ce qui est advenu de ces 10 milliards ? Et là, je vais mettre en perspective l'évolution égrenée d'un certain nombre de faits qui montrent bien une certaine réalité dramatique en Haïti. Entre 2010 et 2012, sur les 9 milliards et demi récoltés à l'aide humanitaire et à la reconstruction, 5 milliards 6, soit 60%, ont été versés. Déjà, ces chiffres sont contestés par l'ancien de l'époque, M. Michel Martelly. Par ailleurs, il faut savoir qu'une très grosse partie de cette humanitaire a été dépensée pour les besoins d'urgence. Ce qui signifie que lorsqu'on parle de reconstruction en Haïti, ça reste un euphémisme. D'accord ? C'est une illusion et on se rend compte que les principaux acteurs pour la reconstruction d'Haïti ont été d'abord, l'État haïtien, et les donateurs, les bienfaiteurs, les grandes instances internationales qui ont toujours collaboré et qui ont opinion sur eux au niveau international.
Si bien qu'on a constaté qu'à partir d'avril 2010, on a eu un vaste marché de subventions. Plus de 4000 ONG se sont précipitées sur ce joli magot, d'accord, et on s'est retrouvé avec des détournements de fonds extraordinaires. On a vu des associations arriver, on ne savait pas d'où elles venaient, et ensuite elles ont disparu du jour au lendemain, avec des sommes assez faramineuses. Ça, c'est pour l'anecdotique. Rentrons dans le fond. Très vite, la politique de reconstruction se met en place, grâce, sous l'égide des Nations Unies, grâce au gouvernement américain. Petit problème, nous avons près de 200 000 victimes blessées qui doivent quitter Haïti et on va les retrouver éparpillés à Saint-Domingue et dans la Caraïbe. Certains vont partir pour les États-Unis, d'accord, par le Mexique et vont se retrouver comme réfugiés. Je parlais des TPS, le Temporary Passport Special, délivré par Obama à partir de 2010. La reconstruction d'Haïti va se faire de manière anecdotique à travers un certain nombre de projets bien précis. Pourquoi ces 9 milliards n'ont pas été donnés au gouvernement haïtien? Ce gouvernement va recevoir à peine 1% à 2% de l'argent promis. Première raison, la méfiance des différents gouvernements étrangers et les grandes puissances envers le gouvernement haïtien. Et donc, l'argent est resté dans les fonds américains, européens ou étrangers au niveau des institutions internationales. L'argent n'est pas arrivé en Haïti finalement. L'argent est arrivé sous forme de matériel ou sous forme d'urgence, de besoins d'urgence, médicaments, etc. On n'a jamais donné une très forte somme au gouvernement haïtien. Si bien que la reconstruction elle reste anecdotique. Je prends quelques exemples. Entre 2010 et 2012, 3600 maisons ont été construites pour un montant de 88 millions de dollars américains. Les bailleurs de fonds qui sont internationaux et les agences humanitaires ont dépensé à peu près 5 fois ce montant. C'est-à-dire 500 millions de dollars américains pour des abris provisoires et non pas des abris en dur. Donc, on a ce qu'on a appelé les tea shelters. Les tea shelters sont des petits baraquements provisoires qui tiennent à peine 3 à 5 ans. C'est ce que le gouvernement américain et certaines agences ont pu délivrer pour un montant de 500 millions de dollars. Alors qu'il était prévu 80 millions de dollars au départ. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dépensé énormément d'argent pour des baraquements provisoires. Voilà comment on a pu percevoir la reconstruction d'Haïti dans les 2 premières années. La preuve en est, avec l'hypocrisie internationale, on s'est rendu compte qu'avec un certain nombre de réunions et de manifestations, certes, les poignées de main sont jolies, d'accord, entre M. Martelly et notamment l'ancien président Bill Clinton. On a mis en place des expositions pour favoriser la construction de prototypes d'habitat, notamment à Zorangé, d'accord, mais on s'est rendu compte que tous ces projets de reconstruction sont des échecs cuisants. Et donc aujourd'hui, fin 2017, très peu de projets importants sont à l'ordre du jour. Ce sont surtout les instances internationales qui, tant bien que mal, financent la plupart de ces projets grâce aux dons et sur le budget de 10 milliards. Ce n'est pas tout. Lorsqu'on examine après ces 2 premières années, 2010-2012, il faut savoir que pratiquement chaque année, Haïti subit des cataclysmes. Le choléra, 2012, 2014, 2015. Les pluies diluviennes, les cyclones, notamment en septembre, octobre-novembre 2016, et également en septembre 2017. Si bien que tous les projets qui sont mis en évidence en matière de reconstruction sont mis à l'écart, sont mis en stand-by pendant quelques mois. La priorité est donnée en matière de reconstruction surtout aux grands édifices publics, commissariats, bâtiments publics administratifs, aéroports, prisons, universités, hôpitaux. Il faut savoir que le plus grand hôpital n'est pas encore terminé, fin 2018, montant à peu près plusieurs dizaines de millions de dollars. On se rend compte aujourd'hui que 7 ans plus tard, à peine 45% du budget total de ces 10 milliards a été dépensé. Et la plupart, surtout, ont besoin d'urgence. Alors, qu'est devenu le reste de cette somme? Soit il n'a pas été transmis,
soit elle a été détournée indirectement. Je m'explique. Bill Clinton, ancien président des États-Unis, a mis en place et a créé le CIF. Le CIF, c'est la Commission internationale de reconstruction d'Haïti. Qu'est-ce qui s'est passé? La plupart des bailleurs de fonds et des investisseurs sont américains au niveau du CRIDF, du CRDF. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les fonds donnés au titre de la reconstruction ont été donnés à ces investisseurs américains. Donc, en fait, l'argent que donnent les Américains retourne aux Américains plus tard. Et à peine 5% a été donné au gouvernement haïtien. Alors, pour conclure sur ça, aujourd'hui, en 2017, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation actuelle? Alors, la situation actuelle, elle est très simple et en même temps compliquée. Compliqué pour le gouvernement haïtien parce qu'il a une très faible marge de manœuvre. Il est obligé de suivre le diktat des grandes instances internationales en matière de reconstruction. Oui. Problème, toutes les constructions qui sont faites aujourd'hui et qui sont non pas officielles, au niveau des bâtiments administratifs, ne sont pas aux normes et coûtent très cher. Tous les bâtiments officiels sont construits aux normes, certes, mais sous contrôle étranger des grandes instances internationales. Donc, le gouvernement haïtien a une faible marge là-dessus. D'autant plus que des masses très importantes de population ont migré. Et le problème, c'est que beaucoup de gens ne peuvent pas habiter dans les résidences, dans tous les petits villages, des baraquements. Ils ont émigré dans les grands bidonvilles. Donc, nous avons une surpopulation de certains bidonvilles. Et qui dit bidonville et plus diluvienne, dit mort, mauvaise alimentation, choléra et autres épidémies. Et derrière, et je vais terminer, beaucoup de réfugiés qui sont partis aux États-Unis en 2010, qui sont passés par le Mexique, grâce au gouvernement Obama, ils ont eu ce qu'on appelle un droit de séjour temporaire, qui a été renouvelé à plusieurs reprises. Sous l'administration Trump, ça a été renouvelé une première fois fin 2016, donc début 2017 jusqu'à juillet. Et ça a été renouvelé à partir de juillet 2017 jusqu'à la fin 2017. Mais qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'Haïtiens sentant qu'ils seront expulsés par le gouvernement, le président Trump, partent se réfugier au Canada. Et aujourd'hui, vous avez d'énormément, à peu près 45 000 réfugiés fin 2017 qui sont regroupés dans certaines villes, dans certains villages olympiques canadiens. Et donc, aujourd'hui, la situation est particulièrement difficile pour ces populations. Merci, chez Dissident Marom, pour cette vision, on peut dire un petit peu apocalyptique de la situation en Haïti, mais elle est très proche de la réalité. Nous aurons dans un mois l'occasion de vous retrouver pour une autre chronique sur cette région Caraïbe. Pour l'heure, nous faisons un titre du journal avant de retrouver pour la dernière chronique Véronique qui fera la chronique des chroniques de communication. Ce sera tout de suite après. Prenons la direction de Bémao, pas loin d'ici, où nous ferons une pause gourmandise, avocaillé et bloc-notes. Nous allons suivre les conseils du chef Sébastien Salomon pour une recette d'une bûche chinoise crème au beurre comme nous l'aimons. Comme vous l'aurez remarqué, la bûche prend de plus en plus sa place au repas de Noël, qu'elle soit en glace ou en génoise, et nous accompagne au repas de cette fête, au repas de ces fêtes. Voyons le reportage. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer la fabrication d'une bûche traditionnelle. Donc à base de génoise et de crème au beurre. Donc en l'occurrence, crème au beurre chocolat aujourd'hui. Donc très important pour que la génoise ne soit pas sèche à la dégustation. Le sirop, on peut l'aromatiser à ce qu'on veut. Rhum, kirsch, vanille. Donc on va étaler une fine couche, pas trop épaisse, parce que la crème au beurre c'est bon, mais c'est écœurant. Rouler la bûche, voilà. Si on sent que elle n'est pas assez imbibée, on n'hésite pas à rajouter du sirop.
général, et vous tirez comme ceci. Vous pouvez apercevoir que la bûche se resserre. Bien ronde. Voilà, donc vous voyez, nous avons une bûche bien ronde. Je vous la démontrerai à la découpe. Bon. Alors, là j'ai 2 cornets. Donc c'est tout simplement de la crème au beurre colorée verte. Donc ceci c'est une bûche crème au beurre, donc on appelle bûche traditionnelle. Hein, c'est la bûche classique. Donc en général c'est chocolat, café, praliné, Grand Marnier. Donc à tous les parfums, et plus spécialement ici aux Antilles, il y a la patate douce aussi. Donc voilà. Donc à déguster lors des repas de fête. Hein, avec modération par contre. Hein. La bûche traditionnelle est très répandue partout, mais qui se perd au fil des années, qui se vend de moins en moins parce que les gens se lassent et qui partent sur des bûches plus sophistiquées comme la bûche macaron, des bûches mousse, des bûches un peu plus élaborées et plus travaillées. On essaie de renouveler chaque année des nouvelles sortes en gardant toujours les classiques, et c'est à la demande de la clientèle. Au dernier mot, c'est le client qui a toujours le dernier mot, donc on s'adapte à notre clientèle, quoi. Voilà, il est 13h56. Nous allons aborder la dernière chronique, c'est la chronique des chroniques en termes de communication. Bonjour Véronique. Oui, bonjour Danick. Et donc vous avez terminé l'année en beauté et vous avez voulu rassembler un petit peu tout, c'est bien ça? Oui, en fait, aujourd'hui, j'ai voulu présenter un peu tout ce que nous avons fait parce que c'est une jeune chronique qui a débuté le 11 octobre dernier et qui revient tous les 15 jours. Donc, j'ai voulu rappeler tout ce que nous avons déjà fait depuis le 11 octobre pour fidéliser un peu nos téléspectateurs, pour fidéliser nos auditeurs. Donc, quand on est arrivé ici le 11 octobre dernier, on a parlé de l'affiche publicitaire. C'était le premier sujet de la chronique communication et nous avons décrypté un certain nombre d'affiches et il y en a une qui a valu le détour plus que d'autres. Souvenez-vous, on a parlé de la campagne publicitaire du Magnum où il y avait ce fameux visage de face, moitié femme, moitié félin. Nous avons aussi parlé de l'affiche de la campagne de RCI sur ses 50 ans d'existence, celle de Kiabi avec ce jeune enfant noir et ce bébé blanc. Et l'affiche sur laquelle on s'est arrêté, c'est cette première affiche qu'on va déjà diffuser à l'antenne, c'est l'affiche concernant la ville de Paris. Cette affiche-là, si on peut la montrer au spectacle, voilà, merci. Cette affiche-là a voulu le détour tout simplement parce que il y a un message implicite, et ce message implicite qui veut laisser croire que ce sont les Noirs qui salissent Paris. Donc cette chronique-là, on ne va pas la refaire aujourd'hui, on l'a déjà faite, c'était celle du 11 octobre que vous pourrez retrouver sur ZCL, sur ZCL TV. .tv. C'est ZCL.tv. Et regarder en fait tout ce qui avait été dit concernant ce numéro. En tout cas, ça nous a permis, cette chronique-là, concernant la fiche publicitaire, de voir en fait que c'est un support qui peut être intéressant. Mais seulement, il faut bien clarifier ses objectifs, bien définir ses objectifs pour que justement l'objectif qu'on cherche à atteindre soit atteint. Donc, on a aussi vu dans cette rubrique que ce n'est pas seulement les entreprises commerciales qui utilisent ce support de communication. Nous avons vu également que le milieu religieux, avec cette deuxième affiche qui va apparaître à l'écran, pouvait également utiliser le support, l'affiche, comme moyen de communication pour faire passer ce message de Jésus revient, êtes-vous prêts? Voilà. Vraiment, Jésus? Oui, c'est confirmé, il revient. Il revient à Noël, c'est ça, d'accord. On continue. Ensuite, nous avons eu un deuxième numéro, et ce deuxième numéro était consacré au slogan publicitaire, et c'était le 25 octobre dernier, où, après avoir fait un petit brin d'historique concernant le slogan publicitaire, comment est né le premier
slogan publicitaire, on s'est attardé à montrer que quand on définit un slogan publicitaire, il faut se poser un certain nombre de questions. On a vu également que le message publicitaire qui positionne la marque c'est le rôle du slogan publicitaire. Il doit décliner l'identité de la marque, il doit incarner les valeurs de l'entreprise, il doit associer, le slogan doit être associé automatiquement à la marque dans l'esprit du consommateur en tout cas. Et comme slogan, comme exemple de slogan, on s'est arrêté sur le slogan de L'Oréal. Danick, vous vous souvenez du slogan? Bien sûr, parce que je le vois bien, ce slogan. Exactement. On s'est arrêté un peu sur la longévité des slogans parce que je le vois bien, qui avait été créé en 1973. On a également vu le slogan de Nike, Just Do It, qui a été créé, lui, en 1988 et qui dure encore aujourd'hui. Et aussi, on s'est arrêté sur le slogan de RCI qui fêtait ses 50 ans d'existence. Oui, 50 ans déjà. Et le slogan qui avait marqué un peu les esprits, parce que ce slogan-là n'était lié ni à une entreprise commerciale, ni à une marque quelconque. Il s'agissait du LKP, quand le mouvement a eu lieu en 2009, où tout le monde dans les rues de Pointe-à-Pitre chantait « La Guadeloupe, c'est en nous ». Donc, oui, la Guadeloupe, c'est en nous, c'est à Guadeloupéen. Et on a vu aussi lors de cette rubrique que quand on veut qu'un slogan reste dans les esprits, il a besoin de respecter un certain nombre de règles au moment où on le conçoit. Donc, un slogan, souvenez-vous, on vous disait qu'un slogan, il doit être bref, il doit être original, il doit être frais et, par exemple, il peut être mis en musique. Il doit être aussi pertinent parce qu'il doit être en lien avec sa marque, avec son ADN. Est-ce que vous le connaissez? C'est plus que de la télé. D'accord, merci. Voilà. Il va durer. Donc, oui, il va durer, oui, parce qu'il est à l'image, justement, de l'émission. Donc, le slogan, justement, c'est pas quelque chose qu'on change tous les 4 matins. Donc, c'est pour cela qu'il doit être pensé en fonction de l'ADN de la marque. Ensuite, nous avons eu une 3e rubrique, une 3e chronique, un 3e numéro qui était consacré au sponsoring, au contrat de sponsoring et au sponsoring dans le milieu sportif de manière générale. Donc c'était le 15 novembre et nous avons examiné les sports qui rapportaient le plus aux sportifs. Par exemple, on a vu que c'est le tennis, contrairement aux préjugés, oui, que c'est le tennis qui rapportait le plus avec les différents contrats que Roger Federer a signés. Il a perçu 60 millions de dollars, par exemple, en 2016. Et le deuxième sport qui arrive après le tennis, c'est le basketball, où 54 millions de dollars ont été perçus par LeBron James, qui évolue dans NBA. Et on a vu également que Phil Mickelson, qui est un golfeur, avait perçu 50 millions de dollars. Et là, après tous ces sports, c'est le football qui arrive en 4e position, avec Cristiano Ronaldo qui gagnait 32 millions de dollars l'an dernier, en 2016. Donc, en termes de sponsoring sportif, lors de ce numéro, nous avons décrypté l'exemple de la MMG. Si je vous dis MMG, vous me répondez? Mutuelle Margaillard. Oui, Mutuelle Margaillard. C'est une entreprise bien de chez nous où on a vu une entreprise qui sponsorise une yole en Martinique. Donc, depuis une bonne dizaine d'années, la Mutuelle Margaillard est sur l'eau.
dans le cadre de la compétition du Tour. Sur l'eau, mais elle ne marche pas sur l'eau, la mutuelle. Non, la mutuelle Mort-Gaillard ne marche pas sur l'eau, c'est sa yole qui flotte sur l'eau, qui vogue sur l'eau et qui représente dignement l'enseigne. Donc voilà. Donc on a aussi vu, toujours dans l'exemple MMG, Mutuelle Mort-Gaillard, on a vu que la Mutuelle Mort-Gaillard avait choisi de faire porter une compétition sportive le nom de sa marque, donc d'où la Coupe MMG qui a été rebaptisée en 2016 là, et on a vu. Les photos pourront aussi le prouver là, si on veut bien les montrer, que c'est vraiment une compétition intéressante où on voit il y a beaucoup d'entrain. Là, c'est la photo de la yole, oui, une belle yole, mais je voudrais qu'on passe celle de la Coupe MMG. Bon. Il n'a pas. Bon, alors, très on va bien. terminer. Quatrième et dernière rubrique. Quatrième et dernière rubrique, c'était le 29 novembre, où nous avons évoqué différents clichés de l'image de la femme, parce qu'il était question justement ce jour-là de parler de l'image de la femme dans la publicité. On a vu que la publicité pouvait être sexiste. On a vu que par moment, la femme pouvait avoir son statut de femme au foyer, elle pouvait avoir aussi son statut de mère, elle pouvait avoir un statut de femme objet, elle pouvait aussi avoir un statut de femme fatale. Donc, en fonction des statuts choisis, nous avons vu l'exemple de Beyoncé qui lançait son propre parfum, le parfum qui portait son nom, et tout cela, comment elle avait une posture qui montrait bien que la marque était confondue avec l'image même qu'elle pouvait dégager. Donc, ça montre bien que la publicité, par moment, peut être sexiste et discriminatoire. Donc, je vous ai ramené une affiche, celle de Babette, où on montre bien, oui, est-ce qu'on peut la voir? Oui, l'affiche de Babette, je crois qu'elle est là, l'affiche de Babette. Oui, l'affiche de Babette qui est vraiment l'exemple type de message sexiste. Oui. De messages sexistes. Et concernant justement ces messages sexistes, je finissais cette rubrique ce jour-là, je terminais cette chronique avec la diffusion d'un mini-film qui dénonçait justement le sexisme dans la publicité. Donc, c'est vrai aussi qu'il n'y a pas que du négatif dans l'image de la femme, il y a aussi des exemples tels que Lancôme qui utilise l'image de la femme pour sublimer son produit, pour donner de la valeur ajoutée à son produit, mais de manière très positive. On avait vu ce jour-là l'exemple de Lupita Nyong'o, qui est une actrice-réalisatrice et qui prêtait son image à la marque Lancôme, et on a vu comment elle était jolie et bien mise, bien représentée sur cette photo. Voilà, donc ce rappel a été fait de façon à ce que vous puissiez revoir ces différentes rubriques sur ZCL.tv, mais aussi pour que vous puissiez prendre l'habitude de nous regarder le mercredi, tous les 15 jours, ici, sur les antennes de Canal 10. Merci Véronique qui a fait la chronique des chroniques et qui aussi a terminé ce ZCL un petit peu spécial, 14h10, et pas tous les jours qu'on termine à 14h10, mais enfin aujourd'hui c'est un petit peu particulier. Et j'ai même pas parlé de cet ouvrage, de ce gros livre, Le patrimoine de la Guadeloupe, qui pèse 600 pages, mais on y reviendra dans la semaine. Merci en tout cas. Demain pas de ZCL, on se retrouve vendredi avec comme invité principal le directeur de l'ARS, avec lui Patrick Richard, avec qui nous allons faire le point réellement sur ce qui se passe au CH. Voilà, c'est terminé. La réalisation était de Nathan. On remercie tous les gens qui sont venus aujourd'hui. Ils ont été nombreux. C'est l'habitude de ZCL. ZCL, c'est la grande famille. Si vous avez pour manger mes articles, étonnez-moi. Bon appétit. C'est moi qui ai mangé quand il est là. Et on se retrouve vendredi à la même heure. Salut.